Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction d'une modernité à l'autre. Nous sommes entrés dans l'ère des catastrophes et du catastrophisme. Cela ne date pas d'hier, mais depuis l'entrée dans la crise financière en 2008, les différents registres de la menace et de la catastrophe entrent en système. L'aggravation des inégalités économiques et sociales d'un bout à l'autre de la planète, où un mode de développement en tache de léopard fait coexister des zones hyperdéveloppées et des zones abandonnées à la misère et souvent à la violence et au chaos. Le réchauffement climatique, dont tout laisse présager que nous ne parviendrons pas à le maîtriser dans une mesure suffisante pour éviter les dégâts que nous prédisent les experts. L'épuisement des ressources fossiles, notamment pétrolières, qui laisse présager des crises à répétition et une compétition sauvage pour l'accès aux ressources dont les plus pauvres pâtiront en premier. Les atteintes irréversibles à la biodiversité résultant des modes d'exploitation polluants et prédateurs, les menaces pesant sur elle alimentation humaine et le retour de la faim pour 1 milliard d'individus, essentiellement des petits paysans, la montée des intégrismes, l'escalade du terrorisme aveugle et le recul des droits de l'homme dans de nombreux pays. Je pourrais encore allonger la liste, mais mon propos ici n'est pas de reprendre à mon compte la litanie effrayante des catastrophes dont d'autres ont fait bien mieux que moi le décompte. Il est de proposer un temps de respiration entre cette prolifération et le catastrophisme auquel elle semble nous inviter irrésistiblement. Il ne s'agit en aucun cas de nier ou même seulement de relativiser les catastrophes, les maux et les menaces, de se mettre la tête dans le sable ou de s'inventer une posture stoïque qui nous permettrait de rester zen, au beau milieu des effondrements en tout genre. Non. Il s'agit seulement de suspendre un instant le mouvement presque irrésistible qui nous conduit de l'obsédante énumération à la conviction que s'approche le moment de l'effondrement généralisé, presque à le désirer pour soulager l'anxiété et les incertitudes de l'attente. Il n'y a pas, contrairement à l'impulsion spontanée, d'évidence du passage de la catastrophe au catastrophisme, c'est-à-dire à une anticipation de la couleur de l'avenir. En revanche, le catastrophisme en tant qu'il donne forme à notre imaginaire, produit à n'en pas douter, des effets non seulement sur nous, notre vie psychique, affective, intellectuelle, mais aussi des effets qui s'inscrivent dans la consistance de notre commune réalité. Le catastrophisme, comme perspective, accompagne toute l'histoire de la modernité. Il suit le déploiement du projet de progrès, en quelque sorte comme son double inversé. Le progressisme et le catastrophisme sont des frères jumeaux et ennemis. Tandis que le premier nous fait miroiter des avenirs radieux, le second nous promet la chute irrésistible dans le pire. Le rapport entre eux s'est peu à peu inversé. Le progressisme a dominé tous les débuts de la modernité jusqu'au milieu du XXe siècle, et puis à partir des gigantesques catastrophes de cette période qu'ont été les totalitarismes, la Shoah et les camps, le catastrophisme s'est radicalisé sans prendre à proprement parler le dessus. Sa plus forte expression a été élaborée par le philosophe Günther Anders. Selon lui, avec la capacité acquise par l'humanité à se détruire elle-même quasiment d'un seul coup et sans peine, il suffit d'un seul pour appuyer sur le bouton nucléaire. L'histoire était entrée dans un temps absolument nouveau, dont l'humanité n'avait encore jamais fait l'expérience, le temps de la fin. Seuls, disait-il, les premiers chrétiens ont fait avec l'attente du retour imminent du Christ annonçant la fin des temps une expérience analogue. Le temps à vivre, dans la perspective d'une telle attente qui peut être indéfiniment différée, est un temps suspendu. La privation d'avenir fait s'effondrer le présent et le passé, car ils n'ont de sens que depuis le point de vue d'un narrateur futur, que nous postulons obligatoirement et inconsciemment. Mais il y a une différence majeure entre l'apocalypse des premiers chrétiens et l'apocalypse postmoderne. La première devait révéler le royaume, puisque le mot signifie révélation, tandis que la seconde ne débouche que sur le néant. L'apocalypse johannique était dans la main de Dieu, la nôtre est l'œuvre de nos mains. La différence décisive est dans la responsabilité humaine. Jusque dans sa déroute, l'homme est l'artisan de son destin. Mais bien sûr, me direz-vous, l'homme est responsable de ce qui arrive. Les gaz à effet de serre qui changent le climat, ce ne sont pas les petits oiseaux, et encore moins Dieu qui les ont émis. Certes. Cependant, regardons ce que nous disons aujourd'hui, au travers de notre catastrophisme. Prenons par exemple le catastrophisme éclairé, qu'a exposé Jean-Pierre Dupuy dans un ouvrage récent qui a séduit beaucoup de monde.
Par l'expression de catastrophisme éclairé, l'auteur nous propose de reconnaître pleinement la responsabilité des effets de nos actes, c'est-à-dire plus précisément du mode de développement issu de la foi aveugle, dans la capacité de la science à nous délivrer du malheur et de la souffrance. Et il nous exhorte à tenir toujours fermement la barre dans cette navigation par gros temps où nous sommes entrés, tout en gardant les yeux grands ouverts sur la vague monstrueuse qui s'apprête à déferler sur nous. Il cite à l'appui de sa proposition ces vers superbes de Jorge Luis Borges. L'avenir est inévitable mais il peut ne pas avoir lieu, Dieu veille aux intervalles. À cette différence qu'il propose que l'on mette l'humanité à la place de Dieu. C'est un peu comme dans ces films catastrophes américains, où au dernier moment, le héros donne l'ultime coup de barre qui fait passer l'humanité à un cheveu de l'effondrement final. La proposition suppose cependant une humanité collectée, en un nous agissant. Or un tel acteur collectif n'existe pas même dans les instances internationales censées lui donner tant soit peu de consistance. Le sommet de Copenhague, qui se termine au moment où j'écris ces lignes, en donne une magistrale démonstration. Cette rencontre qui devait être, comme l'ont martelé les médias, le moment historique, où l'humanité décide de son devenir, les 10 jours pour sauver la planète, met au contraire en scène, en un condensé saisissant, l'absence de volonté commune. Entre les 196 chefs d'État regroupés en factions opposées, depuis le G2, Chine, USA, le G20 avec les émergents, le G77 délaissé pour compte, l'Union européenne qui fait un G à elle toute seule, les affrontements des experts mettant aux prises les climato-sceptiques avec les membres du GIEC, les grandes manœuvres des ministres et de leur staff, les représentants d'une supposée société civile mondiale qui se démènent à l'extérieur de L', enceinte des débats pour être entendus, divisés entre Climate Action Network, Climate Justice Now, Climate Justice Action. Entre tout cela, ce à quoi nous assistons, c'est à une foire d'empoigne, à un affrontement d'intérêts antagoniques, et au fait que s'il y a bien en effet une seule et unique espèce humaine, l'humanité n'est pas pour autant une, et qu'il est totalement illusoire de croire qu'elle va se constituer en pilote résolu et lucide de son destin. Laisser croire cela, ce n'est pas, contrairement au projet affiché dans le titre de l'ouvrage évoqué, accroître la lucidité, éclairer l'avenir, mais produire une illusion de plus, s'accrocher à une fiction. C'est, après avoir mis en évidence les causes de notre perdition, faire toujours plus de la même chose, selon le mot de l'école de Palo Alto. Car la fiction en question, celle de la maîtrise, est précisément ce qui fonde le projet historique du progrès. Elle suppose l'idée de l'autonomie. Avec celle-ci, à vrai dire, les choses se compliquent. Car alors même que l'idée de maîtrise est sérieusement ébranlée, en raison de ce qu'elle recèle de volonté de puissance fantastique, fantasmatique, dont on commence à identifier l'impulsion prédatrice, l'idée d'autonomie paraît incontestable. Il s'agit de la liberté, du projet d'émancipation des êtres humains hors des oppressions de toute nature. Il s'agit en un mot de la dignité de l'homme érigée en sujet de l'histoire. Mais l'idée d'autonomie n'est pas seulement une valeur axiomatique, elle est aussi une création culturelle, historiquement située et datée et en ce sens, elle comporte une part de fiction. Une fiction créatrice, comme disent les sociologues certes, mais dont il ne faudrait pas s'interdire d'explorer les conséquences. Le moment est venu d'exercer en quelque sorte à son propos notre droit d'inventaire. Qu'est-ce que l'autonomie ? Qu'est-ce qu'elle nous conduit à faire ? Dans quelle posture nous installe-t-elle au regard de la vie, du temps, de nous-mêmes, d'autrui, de la société ? Et pour commencer, d'où vient-elle ? Ce sont les révolutions politiques du XVIIIe siècle, en France, en Amérique et un siècle auparavant en Angleterre, qui en ont introduit la notion. À vrai dire, la nouveauté n'était pas tant dans l'idée elle-même, familière depuis longtemps déjà aux savants et aux philosophes, sous la forme du libre arbitre et de l'autonomie de la raison, mais dans le fait qu'elle allait devenir la référence majeure pour toutes sortes de gens et d'activités ordinaires, qu'elle allait être déclinée dans les sphères les plus variées et dans les formes les plus pratiques. Et donc devenir une force. L'autonomie est, dans sa définition stricte, la faculté pour un agent quel qu'il soit, un individu, un collectif, une institution, de se donner ses propres règles et de construire son projet de manière souveraine. La grande question de l'époque révolutionnaire était de libérer l'existence humaine des contraintes exercées par une société d'ordre emboîtée, empilée et fondée sur la loi immuable et conjointe de Dieu et de la nature, de la libérer en vue du progrès.
Il ne s'agissait pas de faire disparaître la notion de contrainte, ni de postuler une liberté s'exerçant pour ainsi dire dans le vide, libérée de toute détermination, mais de n'accepter que les contraintes, les règles, que le sujet humain se donne à lui-même. L'idée force d'autonomie a eu une extraordinaire efficacité. Elle a constitué la personne humaine en individu, littéralement une unité isolable et insécable, et donné naissance à des institutions fondatrices d'un nouvel ordre social. À partir de là, se constitueront en effet en domaines séparés et autonomes, la politique, l'économie et la science. L'autonomie de cette dernière avait précédé et même annoncé le mouvement révolutionnaire. L'institution de l'individu est donc inséparable de l'idée de progrès, et ensemble ils forment pour ainsi dire un couple qui sera l'agent d'une ère nouvelle que nous nommons aujourd'hui modernité. C'est cette histoire-là, le déploiement de la double invention de l'individu et de l'autonomie, comme paradigme d'un nouvel imaginaire social et de ses avatars qui est l'objet de ce livre. Un déploiement qui ne va pas de soi, car il ne va pas cesser de se heurter à une question impossible à résoudre de manière satisfaisante, celle du lien social et de la cohésion de l'ensemble. Comment articuler l'individu et le collectif ? Comment promouvoir l'individu sans mettre à mal en même temps les institutions et toute idée de collectivité ? Comment mobiliser l'idée de communauté, nationale par exemple, sans en même temps nier, écraser l'individu ? Les questions sont simples, quasiment triviales, mais les problèmes soulevés sont immenses et on obtiendra aisément l'assentiment général en disant, non seulement ils n'ont pas été résolus à l'heure actuelle, mais la contradiction qu'ils désignent s'est aggravée, exacerbée, produisant dans le tissu social et dans la biosphère les désastres que nous constatons aujourd'hui. Cependant, les questions initiales ont reçu au fil du temps des réponses, provisoires et partielles sans doute, mais suffisamment puissantes pour inspirer une aventure historique unie. Comme on a parlé du génie du christianisme, on peut parler du génie de la modernité, au sens où elle a su faire d'une contradiction un moteur historique, une source fantastique d'énergie qui a donné lieu non pas à une, mais à deux formes socio-historiques successives, que l'on peut identifier comme deux âges de la modernité, deux modernités. Elles ont donné à chaque fois une définition différente de l'individu, l'individu de la première modernité n'ayant en fin de compte qu'une parenté assez vague avec celui de la seconde modernité. En très bref, la première définition met en avant la raison avec tout ce que celle-ci comporte d'objectivité et d'universalité, tandis que la seconde se centre sur la psyché, et donc la subjectivité, la singularité de chacun. Chacune de ces définitions a permis que s'établisse une forme spécifique de compromis entre les aspirations de l'individu et les exigences du lien social. Mais au bout d'un certain temps, ce compromis s'est lézardé, travaillé en profondeur par les impensés et les exclusions qui en avaient été la condition. Nous vivons actuellement l'effondrement du deuxième compromis dans cette ambiance crépusculaire que j'évoquais plus haut, mais l'effondrement du premier, dans la violence déchaînée du milieu du XXe siècle, a été bien plus spectaculaire encore. Sommes-nous, en cette première décennie du XXIe siècle, à la fin de la modernité et au début d'une nouvelle ère que nous ne savons pas encore nommer ? Est-ce la fin du monde, ou bien plutôt la fin d'un monde que nous redoutons ? L'Occident va-t-il perdre son leadership et laisser l'initiative historique à d'autres puissances civilisatrices, du Sud ou de l'Orient ? Que subsistera-t-il dans cette hypothèse, de la culture européenne, de son humanisme et des apports propres de sa modernité ? Nous n'avons pas la réponse, mais nous ne sommes pas complètement démunis pour autant, bien que notre prise sur l'histoire en train de se faire soit faible. L'impuissance est le sentiment le plus partagé par les individus ordinaires, quoiqu'ils se traduisent de façon très différente selon les valeurs et la situation sociale de chacun, mais l'impuissance est aussi le fait des dirigeants dans l'espace national ou international, malgré les efforts de certains pour faire croire le contraire. La société monde de la globalisation est un immense navire qui court sur son aire, et les coups de barre désespérés à gauche ou à droite font tanguer le bateau sans le dévier pour autant de sa trajectoire. Et pourtant, nous sommes de plus en plus nombreux à sentir qu'il y a une voie qui serait peut-être de nature à infléchir cette trajectoire vers des rivages plus souriants, celle d'une transformation de nos comportements, de nos façons d'agir et de penser. Une telle transformation procéderait d'un changement de regard, d'une réorientation de la perspective, d'un pas de côté.
On peut s'avancer un peu plus loin et dire que cette perspective neuve nous conduirait à prendre en charge d'un même mouvement, notre propre vulnérabilité, dont nous découvrons aujourd'hui l'étendue, et les limites de nos pouvoirs et nos savoirs, en un mot de ce que nous pouvons maîtriser, de sorte que s'il y a une promesse d'avenir, des germes d'un futur vivable, nous leur laissions leur chance. Nul n'est assuré que son effort personnel dans cette direction, nécessairement risqué, portera un quelconque fruit, mais cette incertitude a ceci de réconfortant que tous les citoyens de cette terre, du plus petit au plus grand, sont à cet égard logés à la même enseigne. D'un certain point de vue, il est même plus facile aux citoyens ordinaires de changer quelque chose, d'introduire du décisif qu'à un grand de ce monde, surveillé, épié, ligoté qu'il est par un réseau serré de contraintes de toutes sortes. Nous avons, nous autres individus ordinaires, une liberté que trop souvent nous ne soupçonnons pas, à commencer par celle du regard justement sur notre situation personnelle et collective. Tel est le projet de ce livre. Porter un certain regard sur notre histoire, celle de l'Europe, et s'efforcer de déchiffrer dans ce qui s'offre aujourd'hui et dont nous héritons, les lignes de force porteuses d'avenir, voire pourquoi pas d'une troisième modernité, vue non pas comme une crispation de l'Occident se cramponnant à son identité propre, mais comme une ouverture à ce que nous ne savons pas, à ce que nous n'avons peut-être jamais voulu connaître, jamais voulu accorder reconnaissance. L'accueil de l'autre, peut-être tout simplement. L'individu raisonnable de la première modernité. L'individu, en tant que membre singulier et unique de l'espèce humaine, n'est pas une invention européenne. Toutes les époques, toutes les civilisations, aussi loin que la présence de l'homme comme animal social est attestée, produisent un type particulier d'agencement l'individu et le groupe, le microcosme et le macrocosme, pourrait-on dire en des termes suffisamment généraux pour ne pas induire des images erronées parce que trop précises. Ces types particuliers donnent lieu à des formes concrètes, singulières, par lesquelles le microcosme et le macrocosme se manifestent dans le monde. Une figure de l'individuel et une figure du collectif, les deux entretenant entre elles une cohérence, une congruence, même dans les cas de figure, notre société où les deux termes sont mis en opposition, voire en contradiction. Mais le langage nous piège, car la figure sous laquelle apparaît l'élément microcosmique et qui est nommé individu est particulière à l'ère civilisationnelle européenne. L'individu signifie étymologiquement ce qui ne se divise pas, qui forme un tout insécable, comme l'atome avant la physique moderne. Le mot apparaît au Moyen Âge, il traverse la Renaissance et l'époque des Lumières, mais c'est véritablement le XVIIIe siècle, avec l'événement majeur des révolutions politiques qui viennent le clore, qu'il impose comme figure centrale dans la société et dans la culture. Ce n'est qu'en tenant compte de ces distinctions, que l'on peut dire à rebours de la phrase introductive, que l'individu est une invention européenne. Une invention qui va avoir des conséquences considérables dans l'histoire, non seulement de l'Europe, mais du monde. Au début du XXIe siècle, nous sommes encore pris dans son onde de choc. 1.1. Le projet, ses promesses, ses menaces. Les révolutions politiques du XVIIIe siècle sont donc un moment décisif, celui où une idée, en gestation depuis des siècles, se cristallise dans des formes concrètes, s'inscrit dans des dispositifs juridiques, économiques, sociaux, se répand dans l'imaginaire collectif d'un peuple, puis de peuples de plus en plus nombreux. L'idée de l'égale dignité, de la liberté, de droits consubstantiels à tout être humain venant au monde. Elle ne s'impose pas uniformément et pleinement dans les espaces sociaux et culturels concernés par ces révolutions. Elle ne se traduit dans des dispositions concrètes que par le truchement de multiples médiations, d'arrangements très divers selon les pays et les cultures, non sans affrontement ni passion. Les représentations collectives sont ici essentielles, car elles sont en interaction active avec les réalités objectives et matérielles. Elles font exister les réalités qu'elles réfléchissent, selon le mécanisme nommé par les sociologues, fiction autoréalisatrice. En réalité, il n'y a pas une idée abstraite qui s'incarnerait sous des visages multiples dans des situations concrètes, mais des formes concrètes et multiples, qui au-delà de leur diversité renvoient à une inspiration commune. Il est même quasiment impossible de saisir dans une définition stable le noyau de cette inspiration commune, car à peine apparue, elle se formule différemment selon les lieux. La notion d'individu se parle d'emblée dans des langues plurielles, dans des grammaires particulières, au nord et au sud de l'Europe, à l'ouest ou à l'est.
La distinction la plus forte étant celle qui oppose la vision inspirée de la Révolution française, d'un individu abstrait, défini comme membre d'un ensemble isonomique appelé homme ou humanité, et la vision anglo-saxonne, inspirée de la Révolution anglaise, où la notion d'homme renvoie toujours à des individus singuliers, concrets, égaux mais différents, des cultures où il n'y a pas l'homme mais des hommes. Ces distinctions sont d'autant plus importantes qu'elles ne se sont pas effacées aujourd'hui, et qu'elles sous-tendent bien des débats et des malentendus et incompréhensions, au sein de l'Europe et même de la communauté internationale tout entière. Au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, la Révolution française bénéficie d'une aura, d'un prestige sans égal. Sa diffusion devra beaucoup, il est vrai, à l'entreprise guerrière napoléonienne, mais bien avant que le général puis l'empereur ne mettent l'Europe à feu et à sang, c'est vers la Révolution française que de Königsberg à Boston se tournent les regards. Il suffit de lire les grands textes du moment révolutionnaire français, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le manuel sur l'instruction publique de Condorcet, l'essai de l'abbé Grégoire sur l'émancipation des Juifs ou de penser à l'émancipation des esclaves dans les colonies antillaises décrétées par la Convention en 1794, restée sans lendemain, pour sentir la puissance de l'idée de liberté. Telles les pulsations d'un gigantesque cœur, elle va irriguer pays et arrière-pays en Europe et au-delà de l'Europe, en Amérique latine par exemple où l'influence rationaliste de la pensée française issue de la Révolution est encore très sensible. Voici donc au travers des aspirations révolutionnaires de liberté et d'égalité, apparaissant en filigrane de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, se dessinent les contours d'une forme anthropologique neuve, l'individu. Ce qui est nouveau, il faut encore y insister, c'est que cette forme n'est plus étroitement cantonnée au salon de la bonne société et aux bibliothèques des savants et des philosophes. Elle est descendue dans la rue et appelée à devenir, pour le meilleur et le pire, la vérité quotidienne de tout un peuple, puis celle de masses toujours plus nombreuses d'hommes anonymes. L'individu est une nouvelle figure de l'être humain, qu'il s'agit de dégager des lourds carcans que faisaient peser sur lui les sociétés antérieures. C'est tout le programme de la première phrase du contrat social de Jean-Jacques Rousseau. L'homme naît libre et partout il est dans les fers. D'emblée, l'individu est un être à libérer des cadres de la société. Avec une telle vision, se pose immédiatement le problème de la cohésion sociale. Comment empêcher que le lien social ne se délite et que le collectif ne vole en éclats sous les forces centrifuges de l'individualisation ? Le moment révolutionnaire va être le théâtre d'un intense travail d'élaboration du pacte social et de formatage de l'individu, de manière à assurer leur concordance. Schématiquement, cela consiste à dire que les carcans dont il s'agit de se libérer sont les héritages de pouvoirs oppressifs, abusifs et archaïques que le saint examen de la raison suffit à invalider. L'outil essentiel de la fondation du nouvel ordre social est en effet la raison. Il faut lui mettre une majuscule, car si elle est empruntée aux Lumières, elle fait son apparition dans la grande histoire sous une forme allégorique et quasi divinisée, dévoyant peut-être quelque peu ce que ses précurseurs éclairés mettaient en elle. Dans la République démocratique de Rousseau, la loi, la volonté générale et la volonté particulière des individus citoyens coïncident, car elles communient toutes trois dans la raison. Seule la raison en effet peut déterminer le point d'équilibre parfait entre les intérêts particuliers, barycentre de l'intérêt collectif. La loi est l'expression de la volonté populaire, souveraine, dans laquelle ont fusionné les volontés de chacun des membres de la communauté politique, lesquels par suite ne peuvent qu'acquiescer, se soumettre en tout point à ce qui n'est que l'hypostase de leur volonté propre. La raison est donc l'outil par excellence du corps politique nouveau qu'il s'agit de construire sur les ruines d'un ordre ancien soumis à l'injustice, entravé par des forces oppressives et obscurantistes. La raison, malgré les apparences, n'est pas un principe abstrait. Elle a une histoire que l'on peut faire remonter à la philosophie grecque et tout particulièrement à Socrate et Platon, et qui ensuite se trace un long chemin sinueux sur tout le pourtour de la Méditerranée sous domination romaine. Elle rencontre au Moyen-Orient et dans le cours inférieur du Nil les vestiges de très vieilles et prestigieuses civilisations, fait l'objet de reprises originales dans les versions théologiques du peuple hébreu, puis préside à la naissance du christianisme,
petite secte juive qui se répandit dans le monde occidental avec une célérité et une efficacité qui n'eut d'égal que l'expansion 6 siècles plus tard de la religion mahométane, dernière née des religions issues de la Bible. Les 3 religions dites du livre font appel à l'instar de la sagesse grecque à l'entendement humain. La sagesse jouait dès la création avec les enfants des hommes, dit le sage de la Bible. Ce n'est que bien plus tard, et encore pas uniformément, qu'une différenciation tournant au conflit voire au divorce est apparue entre la foi et la raison. À l'âge d'or des temps médiévaux, aux alentours du XIIe siècle, saint Thomas d'Aquin pour le christianisme, Averroès et Avicenne pour l'islam, Maïmonide pour le judaïsme, réaffirmeront tous la primauté du lien entre la conscience humaine et le principe divin, et ce en puisant à nouveau à la source aristotélicienne redécouverte par les savants musulmans, traduite par les savants juifs au bénéfice des théologiens chrétiens. La raison humaine est ce lieu intime où se fait entendre la voix divine, pour peu que l'on fasse taire le tumulte des passions et des désirs égoïstes. La raison humaine peut par ses ressources propres nous conduire au plus près de l'inconnaissable, de l'insaisissable, vers une éternité d'où nous venons, mais dont nous n'avons plus en nous qu'un très faible écho, infime trace de notre origine. Et si nous sommes capables d'entrevoir le divin, par l'instrument de notre raison et de notre conscience, c'est que ces desseins sont intelligibles, même s'ils émanent d'une intelligence incommensurable. Ils sont intelligibles parce qu'ils ne sont rien d'autre que les idées éternelles posées par Platon au seuil de notre histoire, de la beauté, de la bonté et de la vérité. Ainsi parlent en leur voix dominante les 3 religions du livre, les 3 monothéismes. Ce n'est que dans les convulsions d'une histoire pleine de bruit et de fureur, dont les épisodes paroxystiques font encore trembler notre mémoire collective, inquisition, croisade, guerre fratricide d'après la réforme luthérienne, que la foi et la raison ont divorcé en 2 puissances distinctes, la première finissant par incarner l'allégeance aux pouvoirs les plus oppressifs, les plus injustifiés, résumée par la fameuse formule Credo quia absurdum ou la devise jésuite Perendas et cadaver, obéissance de cadavre, à la papauté et à sa volonté de puissance temporelle aussi bien que spirituelle. Quant à la seconde, ce furent des savants français à qui revint la tâche historique de la faire marcher seule, sur ses 2 pieds, sans la béquille de la foi, ni le secours de la grâce. Les physiocrates puis Descartes qui en a consigné les procédures et les principes dans son immortel discours de la méthode. On peut dire sans être trop loin de la vérité, que la fondation démocratique moderne eut 2 parrains pour la tenir sur les fonds baptismaux, Descartes et Rousseau. Aujourd'hui, le cartésianisme apparaît comme la quintessence du génie français, et au travers lui, d'une certaine modernité, la première dont il s'agit ici de tracer les contours. Peu importe que Descartes ne soit, pas plus que Rousseau, lu par les millions d'individus qui se réclament de lui. Peu importe les subtilités de leurs pensées, gommées par la vulgate qui leur assure à l'un comme à l'autre une postérité sans égale. Ce qui reste de l'un et de l'autre, ce qui se dit, se colporte et se cite à l'infini, cela seul est important et pèse dans l'histoire. La loi est l'expression de la volonté générale, synthèse géométrique des volontés particulières. La raison est le fruit d'un jeu examinant toute chose dans la souveraine liberté d'une pensée qui n'admet aucune vérité transmise, aucun principe extérieur et ne trouve de fondement qu'en elle-même. Je pense donc je suis, et si mon je pense me conduit à douter de tout, il ne peut au moins douter de lui-même. Cogito ergo sum ou dubito ergo sum. Les 2 propositions sont équivalentes, et convergent toutes 2 vers la figure monadique d'un jeu impersonnel, mais pensant, comme une effarante solitude au milieu du chaos cosmique. Du même mouvement, la méthode est l'outil de l'intelligibilité du monde est posée. La rationalité apte à diviser chaque objet, chaque problème en autant de petits segments maîtrisables et connaissables, une rationalité qui coupe, mesure et compte. Quant à la finalité, elle est aussi simple à formuler que son projet est grandiose, maîtrise et possession de la nature. Au fil du temps et des lectures partisanes, les réserves posées par Descartes lui-même seront oubliées. Descartes avait écrit que l'homme, muni de ce cogito, pouvait devenir comme maître et possesseur de la nature, et il avait jugé utile de préciser que cette maîtrise trouverait son exercice privilégié, sinon unique, dans la médecine, afin de guérir les âmes et les corps malades. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.